Bonjour à tous, Étienne Friedrich, je suis support produit pour la mélangeuse autonome Aura à l'usine Cuno Duro, en Vendée. L'usine Cuno Duro fait partie du groupe Kuhn, pour la plupart que vous connaissez, et on va dire que l'usine Duro est spécialisée dans le matériel d'élevage, tout ce qui est mélangeuse, les automotrices, les pailleuses, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus spécifiquement de Aura. Rapidement, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais pour ceux qui ne connaissent pas forcément la marque Kuhn, aujourd'hui Kuhn c'est la marque de matériel attelé qui distribue le plus de matériel au monde. C'est-à-dire que la plupart de matériel qui peut être accroché derrière un tracteur ou devant d'ailleurs peut être proposé par Kuhn. Il y a des gammes de matériel qui sont plutôt destinées au marché européen, avec plusieurs usines en France ou aux Pays-Bas, et il y a aussi des usines qui sont sur la partie des Amériques. Alors, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés dans les précédentes tables rondes, notamment concernant les attentes et les évolutions de la filière agricole dans les années à venir. Ici, vous avez quelques données qui sont assez simples, et qui ont déjà été abordées d'ailleurs. On voit que plus les années passent et plus le nombre de personnes travaillant sur les exploitations agricoles, qu'elles soient céréalières ou dans les élevages, a tendance à diminuer. Pour pallier à ce manque de main-d'œuvre et toujours gagner en productivité, vous avez un graphe avec l'augmentation de la puissance des tracteurs qui sont vendus en France depuis ces quelques années. On voit assez clairement que la problématique de main-d'œuvre nous amène à faire évoluer les machines plutôt en grossissant. Et ensuite, si on passe sur une partie un peu plus typée élevage, vous allez voir qu'en une douzaine d'années, on suit un peu les mêmes principes que sur les tracteurs, c'est-à-dire que les élevages ont tendance à grossir. En 2010, on avait seulement 4% des élevages qui avaient un peu plus d'une centaine de vaches laitières. Aujourd'hui, en 2022, on était rendu à 15. Aujourd'hui, c'est plus que ça. On a parlé tout à l'heure aussi d'une population vieillissante au niveau des agriculteurs. Il faut savoir qu'il y a un peu plus de quasiment 50% de la population des exploitations agricoles a plus de 50 ans. Donc d'ici 10-15 ans, on va avoir si on n'a pas de renouvellement des exploitants, on va avoir une forte baisse du nombre d'exploitants et d'exploitants installés. Toutes ces évolutions, on va dire, dans le monde agricole font que les éleveurs doivent être toujours de plus en plus précis pour garder une rentabilité dans leurs outils de production. Donc nous, sur la partie alimentation robotisée, il va falloir forcément qu'on ait un coût d'alimentation qui soit le plus maîtrisé possible. Et il y a une chose qui est importante et de plus en plus importante sur les jeunes générations. Je ne dis pas que les précédents n'y pensaient pas, mais de plus en plus sur les jeunes générations, c'est de travailler tout en ayant un certain confort de vie et pouvoir passer du temps avec ses enfants, sa femme, les week-ends, etc. Donc avec Aura, on a travaillé pour répondre à ces différentes problématiques. Ici, vous avez un graphe qui est assez intéressant. C'est la répartition du temps de travail par VL, par VL au global. En moyenne, c'est à peu près 38 heures par vache et par an pour s'occuper d'une vache. Donc la traite, l'alimentation, le couchage, autres, ça peut être des soins vétos, ça peut être tout ce que l'on souhaite. Aujourd'hui, la traite est clairement, la robotisation de la traite est clairement rentrée dans les mœurs. On parlait tout à l'heure d'à peu près 9 projets sur 10 de renouvellement de salles de traite ou de création de postes de traite qui étaient en robot. Et nous, on va essayer de travailler sur l'alimentation parce que 23% du temps qui est passé pour une vache, c'est la partie alimentation. Le pire dans cette tâche-là de l'alimentation, c'est qu'on est sur des tâches qui sont assez répétitives et pas forcément avec une grosse valeur ajoutée. Donc, c'est des tâches qui sont automatisables et que l'on peut potentiellement assez facilement déléguer. Alors,
Pour Aura, quel va être un élevage type, on va dire? Alors, il n'y a pas d'élevage type, mais on va dire qu'est-ce qu'on va aller chercher comme type d'élevage avec Aura. Forcément, on va être sur des élevages qui sont plutôt sur du laitier ou engraisseur. Alors, du bovin, on a du caprin aussi. Un équivalent de taille d'élevage qui est aux alentours des 120-140 vaches laitières et la suite. Alors vous faites l'équivalent sur un élevage ovin, caprin, comme vous le souhaitez. Évidemment, vu qu'on est sur un système robotisé, on a besoin de travailler sur un seul site. Ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte parce qu'on a de plus en plus d'élevages qui grossissent en récupérant différents sites autour d'eux. Et évidemment, la machine ne peut pas se déplacer sur la route. Aura, nous, on va forcément favoriser aussi les élevages qui utilisent des fourrages ensilés, ça c'est important pour nous. Et aujourd'hui, on se rend compte que le marché pour l'alimentation a plutôt tendance à s'orienter sur la partie automotrice. Donc les éleveurs se posent la question entre une automotrice avec chauffeur ou des systèmes d'alimentation automatisés comme par exemple avec Aura. Et le nerf de la guerre dans 95% des élevages, comme ça a été évoqué jusque-là, c'est la main-d'œuvre. Donc là, je vais vous passer une petite vidéo rapide pour vous présenter un petit peu la machine. Alors ici, c'est une machine qui travaille en Vendée dans un élevage de chèvres. Donc on va en discuter tout à l'heure, mais la machine se déplace à la distribution toujours en marche arrière pour gérer des bâtiments qui sont non débouchants. On est en capacité avec les 4 roues motrices et directrices de la machine de passer des pentes jusqu'à 20%, ce qui nous permet de gérer pas mal de cours d'exploitation. La plupart des fourrages grossiers, donc foin, paille, enrubanage, ou des ensilages sont gérés avec un chargement par la fraise, et la partie concentrée minéraux par un chargement par vis extérieure, pour des questions de précision. Vous pouvez voir que la machine peut se déplacer aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, avec des vitesses différentes entre la marche avant et la marche arrière. Ici, vous avez le convoyeur, avec plusieurs positions de convoyeur. L'idée, c'est de limiter les mouvements de la machine au sein du silo pour être le plus performant, on va dire, en termes de débit de chargement. C'est juste le convoyeur qui se déplace et non pas la machine complète. Vous voyez là sur les différentes petites photos des petits capteurs, à l'avant, à l'arrière, on évoquera ça, c'est pour la sécurité tout simplement. Donc dans un schéma assez classique, on commence souvent par charger la partie fourrage grossier, donc du foin, de la paille, de l'enrubanage. Ensuite, la partie concentrée et minérale. Puis on va charger la partie ensilage, donc de l'ensilage d'herbe, puis du maïs ou de l'ensilage d'épis par exemple. On mélange tout ça avec notre bol à double vis et on va distribuer devant les animaux. Là vous voyez qu'on a un système de brosse qui permet de garder l'eau propre. On a différents capteurs. Ici le seau était positionné derrière la machine s'est arrêtée pour éviter de rentrer en contact avec un obstacle. Donc voilà, vous avez vu la petite vidéo, ça permettra d'imager un petit peu ce que l'on va expliquer, ensuite. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la machine était souvent destinée à des éleveurs qui réfléchissaient entre des solutions type automotrice standard ou des systèmes avec robots. Aujourd'hui, Kuhn vend des automoteurs standards depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Donc la machine Aura est un dérivé d'un automoteur standard, un petit peu en modèle réduit quand même, mais on a gardé les fonctions principales de l'automotrice, ce qui était demandé par les éleveurs, donc le chargement des fourrages avec la fraise, le mélange, la pesée, la distribution. Nous, il a fallu quand même faire évoluer certaines choses sur une machine comme ça pour répondre aux problématiques de l'automatisation. Il fallait avoir un système de repousse-fourrage, vu qu'on allait avoir une distribution régulière devant les animaux.
Et ce qui nous a pris forcément le plus de temps, c'est de développer toutes les interfaces de programmation de la machine et de remontée de données. Il est évident que la machine fait plein de choses toute seule, mais il faut quand même lui expliquer ce qu'elle a à faire. Donc ça, tout ça, ça va se passer sur un ordinateur ou sur un téléphone. Rapidement, donc on est sur une machine qui est quand même assez grosse. On est sur un gros fourgon, elle fait 2,60 m de haut, un petit 2 mètres de large et quasiment 7 mètres de long. Donc c'est quelque chose d'assez imposant lorsqu'elle se déplace dans les élevages. On est sur une machine qui fait quasiment 6 tonnes et 7 tonnes à charge, on va dire, avec de la ration à l'intérieur du bol. Et on est sur un bol qui fait 3 mètres cubes. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée, 3 mètres cubes pour une ration vache laitière en silage d'herbe, en silage de maïs et concentré, on est sur à peu près 1 tonne par bol, 1 tonne 100 si vous avez des rations un petit peu humides. Rapidement, donc la machine aujourd'hui, on est équipé d'une version thermique, c'est un petit moteur qui fait à peu près 56 chevaux. La consommation, elle varie de 3,5 litres à 4 litres à l'heure en fonction des exploitations forcément. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est équipé d'une machine 4 roues motrices et 4 roues directrices qui nous permet d'être assez agile dans les déplacements dans les bâtiments un peu exigus. Et surtout, les 4 roues motrices nous permettent de franchir des pentes assez importantes jusqu'à 20%. Alors souvent on dit 18, comme ça, même si le maçon il se plante d'1%, on est toujours bon. Ensuite, ce qui fait un des gros points forts de notre système, ça va être le module de chargement. En fait, il existe plein d'automates sur le marché pour gérer l'alimentation en autonomie des animaux, mais on a toujours une astreinte pour le transfert du fourrage du silo jusqu'à une banque d'aliments, jusqu'à une cuisine ou toutes ces choses-là. Là, c'est la machine, grâce à sa fraise, qui va aller charger les ingrédients directement dans le silo ou dans une petite case, comme vous pouvez le voir sur la photo du sommet, où on fraise directement dans une botte de foin. Les concentrés, je l'ai dit tout à l'heure, sont gérés avec un système de vis et vous avez tout un tas de paramétrages sur la machine pour gérer par exemple des profondeurs de passe. Je prends souvent cet exemple-là. Si vous êtes sur une période où vous avez un peu de pâturage au niveau de vos animaux, vous passez un peu moins de maïs par jour. Donc là, au lieu de prendre une profondeur de passe importante, vous réduisez un peu celle-ci pour être sûr que la machine passe sur l'ensemble du front d'attaque dans la journée pour limiter un peu les échauffements. Pour la partie mélange, donc là, on va dire qu'on est fort de l'expérience qu'on a sur les bols ou les automotrices. On a un petit bol, 3 mètres cubes, mais on est resté quand même sur un système à double vis pour avoir des qualités de mélange qui soient les plus optimales possibles. Je vous passe sur les détails, on va dire purement mécaniques. Il y a une chose qui est importante avec ce genre d'outil-là, c'est qu'on a parlé de rentabilité, etc. Sur une vache, on sait très bien ce qui fait, on va dire, une partie du lait, c'est la régularité de l'alimentation. Et on va dire que vous avez une palette de réglage qui est assez importante au niveau des ingrédients. Si je voulais, à chaque ingrédient, je peux mettre un temps de mélange. Par exemple, je charge mon minéral, je peux le faire le brasser pendant 2 minutes avec les contre-couteaux. Ça sert à rien, mais je peux le faire. Et surtout, tous les temps de mélange sont réguliers sur toute l'année pour avoir une constance dans la qualité du mélange sur l'ensemble de la période. Distribution assez simple, c'est un système tapis transversal à l'arrière de la machine. On va pouvoir distribuer à gauche, à droite, notamment. Alors pourquoi le tapis est à l'arrière? C'est que si vous avez un bâtiment qui est dit non débouchant, avec un mur dans le bout du couloir d'alimentation, on va pouvoir aller distribuer jusqu'à la dernière place de Cornady. Alors, une place, c'est une place et demie de bouffée, mais au lieu d'en avoir 7 mètres de long non utilisables. Et après, la distribution se gère soit au lot, par exemple pour des lots de taurillons, où là on va être du coup vraiment sur une distribution à la case par case, un nombre d'animaux avec un coefficient d'ajustement par case, ou alors sur un couloir complet, comme par exemple pour des vaches laitières. Ici, vous avez quelques données sur la partie navigation de la machine. Vous avez une vue aérienne d'une exploitation qui utilise Aura depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant. La machine embarque 2 systèmes de navigation principaux, c'est le GPS RTK comme vous connaissez pour la plupart sur vos tracteurs, et un système qui est un peu plus novateur, c'est la partie LIDAR pour les déplacements. Donc en fait, pour faire assez simple, vous avez une petite boule noire qui est grosse comme ma main, avec un laser rotatif et qui va se repérer par rapport au point fixe dans les bâtiments. Donc un poteau à 5 mètres, un autre à 10 mètres, on triangule la zone et la machine se déplace en autonomie dans l'espace. Ça évite d'avoir à créer des rails dans les airs, dans le sol, il n'y a pas de fil au guidage, la machine se déplace en autonomie et c'est surtout très évolutif, si on a besoin de faire bouger nos lots, recréer un bâtiment ou quoi que ce soit.
Bon, je rentre pas dans le détail, mais vous voyez assez facilement le type d'exploitation, la partie engraissement en bas et en haut à gauche, et la partie laitière plutôt sur la partie du haut. Petit détail, vous voyez le lot 2 et le lot 3, en fait c'est un seul lot de vaches laitières, mais on a créé artificiellement de l'eau pour gérer une ingestion différente en fonction du positionnement dans les bâtiments, notamment lié à la présence de robots de traite au niveau du lot 2 et non pas au niveau du lot 3, donc une ingestion différente en fonction des positions dans le bâtiment. Ici, vous avez une petite vue de ce à quoi peuvent ressembler les outils pour paramétrer et pour piloter la machine. En haut, vous allez créer vos différentes rations. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous allez mettre votre minéral, votre soja, votre fibre, puis après l'ensilage d'herbe à tant de kilos, etc. Et vous allez avoir vos lots de distribution. La machine sait, enfin, chaque point est référencé et elle sait où elle doit aller chercher son ingrédient. Vous pouvez créer des petites courbes avec des petits indicateurs pour, on parlait tout à l'heure de rentabilité, de faire un peu de bureau pour faire des calculs de marge, etc. L'ensemble des données générées par la machine sont exportables en fichier Excel et du coup sont utilisables derrière par vous ou par votre comptable. Après, il faut évidemment aussi pouvoir gérer la machine en temps réel sur son téléphone, savoir où elle en est dans ses missions, etc. Un des autres points qui a été évoqué à la table ronde précédemment, c'est la sécurité. Alors vous vous doutez bien qu'une machine qui fait 6 tonnes, qui se promène dans la ferme, on a besoin d'embarquer quelques sécurités pour éviter tout accident. Donc pour nous, le point le plus complexe à gérer et le plus dangereux, c'est pas dans les déplacements, parce que les déplacements aujourd'hui, c'est assez simple de voir s'il y a quelque chose devant ou derrière et on s'arrête. Donc là, on a des choses qui sont utilisées sur la machine pour éviter de rentrer en contact, par exemple, avec la poste qui est garée au milieu de la cour. Par contre, au niveau du silo, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a un outil qui est en mouvement, qui est la fraise, qui peut être dangereux. Et là, on a besoin, en cas d'arrivée d'une personne dans la zone que vous voyez un peu grisée là, d'arrêter le cycle de la machine. C'est-à-dire que si vous arrivez à pied dans cette zone-là, vous avez un petit scan à une vingtaine de centimètres du sol qui va dire il y a un obstacle qui arrive, on coupe le cycle. Donc ça, c'est des choses qui sont obligatoires pour autoriser la machine à travailler. On vérifie aussi accessoirement que vous ne soyez pas en train de débâcher le silo au moment où on met en route la fraise. Parce que là, vous seriez directement en face de l'outil, on va dire, dangereux, et on pourrait avoir un risque d'accident. Donc je vais finir là-dessus sur qu'en disent les utilisateurs. Alors avant de parler de ça, ici vous avez une étude qui a été faite en 2019 par la Chambre d'agriculture de Bretagne sur les temps d'alimentation en minutes par vache et par semaine et la suite. Il y a une autre étude qui est ressortie un peu plus récemment qui globalement annonce les mêmes chiffres. Pour une mélangeuse standard, on va dire on est à peu près à 5 minutes par vache et par semaine. Pour un système robot d'alimentation, à l'époque de cette étude, Ora n'était encore pas sorti. Donc on était à peu près à 3 minutes par vache. Pardon. On était à 3 minutes par vache et par semaine. Nous, l'idée avec Ora était d'aller chercher les 0,2 minutes par vache et par semaine. Aujourd'hui, on n'y est pas. On est plutôt autour des 0,5 minutes par vache et par semaine. Pourquoi? C'est qu'en CUMA d'alimentation, vous avez le chauffeur qui va faire, le chauffeur de la CUMA va gérer l'entretien de sa machine, va faire le plein, va gérer ses rations. Là, c'est quand même à l'éleveur de faire tout ça. Donc les 0,2 minutes qui restaient à la CUMA d'alimentation, c'est des temps qui sont incompressibles. Le débâchage du silo, préparer les minéraux, préparer la ration. Par contre, donc nous, ce temps-là, il est toujours incompressible avec Ora, mais il faut faire le plein, l'entretien et suivre la machine. Donc aujourd'hui, on est plutôt à 0,5 minutes par vache et par semaine. Quand on annonce de 1 heure à plus de 2h30 de gains par jour, c'est pas des chiffres qu'on sort du chapeau. La ferme que vous avez vue tout à l'heure, il y a 120 vaches laitières et à peu près 280 taurillons à alimenter. C'était un peu plus de 3h30 pour donner à manger à tout le monde dans cette exploitation-là. Aujourd'hui, ils estiment passer un peu moins d'une demi-heure, le temps de faire le tour des silos, vérifier qu'il y a du minéral dans la petite trémie, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et l'idée, c'est vraiment de répondre à cette problématique de main-d'œuvre. Dernière chose, je finirai là-dessus, sur les avantages, on va dire, techniques que l'on peut aller chercher avec ce genre d'outils. Ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est sur un outil, si on regarde juste la machine, qui coûte plus cher qu'un système standard.
Par contre, on sait qu'on peut aller chercher des gains techniques derrière qui peuvent largement couvrir ce surcoût. Ici, vous en avez quelques-uns. Alors, il est évident que le fait de gérer une multidistribution, on va avoir moins de compétition au niveau des auges. Si vous pouvez le traduire assez rapidement par des démarrages de primipares en élevage laitier qui sont un peu plus performants. Les problématiques d'échauffement qui pourraient être liées aux périodes chaudes dans l'année, l'été normalement, alors à l'auge ou au silo d'ailleurs, le fait que l'on aille chercher du fourrage frais et qu'on le ramène régulièrement devant les animaux, on a tendance à garder une ingestion assez régulière et du coup limiter les baisses de production. Alors fréquentation au robot de traite, oui. Augmentation de la production, oui. Mais attention, à prendre avec des pincettes parce que ça dépend d'où on part. Un élevage qui fait déjà 38 kg de lait, on ne va pas lui dire qu'il veut prendre 3 kg de lait, ce serait un peu présomptueux. Par contre, on a des élevages où ça a été le cas. Ensuite, il y a et je pense que je terminerai là-dessus parce que les autres, vous les connaissez. Il y a un aspect qui est pas forcément le plus évident à première vue, c'est l'économie sur la surface fourragère. On a des élevages, alors 2 gros élevages d'un peu plus de 200 vaches laitières, qui estiment économiser entre 8 et 15% de surface maïs sur l'année, liée à la précision d'alimentation de la machine, à la baisse de refus à l'auge et à la qualité de la prise de la machine au silo, c'est-à-dire que pas d'échauffement au silo, etc. Vous achetez votre hectare, sur des exploitations comme ça représente quasiment, ça représente 100 hectares de maïs pour alimenter toutes ces vaches laitières. Vous en enlevez 10%, ça fait 10 hectares. Vous savez mieux que moi ce que vous coûte à implanter un hectare de maïs, et vous savez aussi ce que ça peut devenir. D'une charge d'alimentation, ça peut devenir un profit. Et là, du coup, économiquement, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes. Donc voilà, on termine avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, si vous avez des questions, moi je vais rester là quelques minutes, vous pouvez venir, ou s'il y a des questions que vous voulez poser à l'oral, il n'y a pas de problème.